Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans deux notions assez complexes, mais passionnantes. L'universalisme et l'universel. On va s'appuyer sur une analyse assez détaillée qui nous a été fournie pour voir un peu comment une vision, disons, initialement très marquée, a évolué, ou en tout cas tente d'évoluer, vers quelque chose de plus partagé. Alors pour commencer, l'universalisme, ça nous vient d'où déjà? Les Lumières, c'est ça. Le XVIIIe siècle, Kant, Rousseau. C'est ça. L'idée forte à l'époque, c'est la raison. Une raison qui serait le fondement d'une morale pour tout le monde. Et puis bien sûr, l'égalité, la liberté, proclamée dans des textes fondateurs comme la Déclaration des droits de l'homme de 1799. Des idéaux très puissants, oui. Oui, liberté, égalité, fraternité. Ça sonne bien. Mais l'analyse pointe d'emblée un paradoxe, non? Tout à fait. Et c'est là que ça devient... Enfin, que ça se complique. Cet idéal, il naît dans un contexte historique bien précis, celui de l'expansion européenne, de l'impérialisme. Du coup, cet universalisme des Lumières, il était, intrinsèquement eurocentré, très marqué par son origine. Eurocentré, et même l'analyse suggère qu'il a pu servir à justifier certaines choses. Par exemple, cette idée que la philosophie serait née comme par miracle en Grèce, en oubliant un peu vite d'autres traditions comme l'Égypte ancienne. Exactement. C'est une construction, en fait. Et le problème, c'est que cette prétention à parler au nom de tous, à définir ce qui est universel depuis l'Europe, ça a souvent servi de justification à la domination. La fameuse mission civilisatrice. Ah oui, la mission civilisatrice. Voilà. Sous couvert d'apporter le progrès, les Lumières, on a en réalité imposé un modèle unique. Et ça a justifié la colonisation, la création de hiérarchies. Des hiérarchies raciales, culturelles. L'écart entre les beaux principes et la réalité sur le terrain était abyssal. Et on a même persisté dans cette voie, non? L'analyse mentionne des discours plus tardifs, comme quoi l'Afrique ne serait pas assez entrée dans l'histoire. C'est quand même fou quand on pense aux grandes civilisations africaines, le Mali, l'Éthiopie, l'Égypte ancienne étudiée par Cheikh Anta Diop, et même l'innovation actuelle. Absolument. C'est ignorer des pans entiers de l'histoire et des savoirs. Et c'est justement face à ces limites, à ces critiques venues de la pensée post-coloniale, de l'anthropologie aussi, que l'idée d'un universel différent commence à émerger. L'universel, donc, pas l'universalisme. C'est quoi la nuance clé? Souleymane Bachir Diagne, cité dans l'analyse, le résume très bien. Il dit en substance, l'universalisme, c'est dire l'universel, c'est moi. Alors que l'universel, c'est nous tous. C'est pas un rejet total de l'idée de droit partagé, attention. C'est plutôt un réajustement. Une tentative de construire cet universel ensemble en tenant compte de la pluralité des voix, des cultures. D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments, des événements clés qui marquent cette transition, cette émergence de l'universel? Oui, l'analyse en cite plusieurs. Déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Bon, le contexte colonial est encore très présent, mais le texte insiste sur tous les êtres humains. C'est un début. Et puis surtout, un tournant majeur. La conférence de Bandung, en 1955. Ah oui, Bandung. Voilà, des pays d'Asie et d'Afrique, souvent fraîchement indépendants, qui se réunissent pour la première fois, pour affirmer leur propre voix sur la scène internationale. C'est très fort symboliquement. Et sur le plan des idées, comment ça se traduit? Alors là, il y a des figures importantes. Alioune Diop, par exemple, le fondateur de la revue Présence africaine, c'est lui qui lance cette formule choc, désoccidentaliser pour universaliser. L'idée, c'est que le vrai universel, il ne peut naître que de l'irruption du pluriel, des voix qu'on n'entendait pas avant. Il y a aussi des penseurs comme Fanon qui dénonçaient justement l'aliénation produite par cet universalisme abstrait, ou Édouard Saïd et sa critique de l'orientalisme. L'orientalisme, cette façon dont l'Occident a un peu fabriqué l'image de l'Orient. Exactement. Une image souvent figée, essentialisée. Tous ces penseurs ont contribué à déconstruire l'ancien modèle. Donc si je comprends bien, l'universel, ce serait moins quelque chose de donné, de défini une fois pour toutes, qu'une construction. Un dialogue permanent. C'est tout à fait ça. Paul Ricoeur parlait d'un horizon régulateur, quelque chose qu'on atteint ou qu'on essaye d'atteindre par le croisement des perspectives. Et concrètement, l'analyse montre qu'on voit ça dans des textes plus récents. La déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, par exemple, qui reconnaît des droits collectifs, ce qui était moins présent avant, ou la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui intègre aussi la notion de devoir envers la communauté.
Intéressant, les devoirs. Oui, ou même des déclarations plus récentes sur les droits de la terre-mère, les droits de l'humanité pour protéger la biodiversité, les générations futures. On voit une tentative d'élargir la perspective. Mais l'analyse semble dire que ce n'est pas si simple, que ce passage de l'universalisme à l'universel, il coexiste toujours avec les anciens rapports de force. Ah bah oui, le chemin est loin d'être terminé. L'idéal du dialogue se heurte encore à des réalités de pouvoir bien ancrées. L'analyse donne des exemples très parlants. Le manque de réciprocité pour les visas entre pays du Nord et du Sud, par exemple. C'est vrai. Ou encore l'extraterritorialité de certaines lois, notamment européennes ou américaines, qui s'appliquent en dehors de leur territoire, parfois au détriment d'autres souverainetés. Ça montre bien que le rapport n'est pas encore tout à fait égalitaire. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, l'universalisme des Lumières a posé des bases importantes. L'idée d'égalité, de droits fondamentaux. Mais il était marqué par son contexte. L'universel, lui, chercherait à élargir cet héritage, à le rendre vraiment universel, justement. Mais cette fois par le dialogue, la rencontre, la construction commune, plutôt que par l'imposition d'un modèle unique venu d'en haut. C'est un peu ça? C'est une bonne synthèse, oui. On pourrait dire que c'est une tentative de rester fidèle à l'esprit des Lumières, mais en l'élargissant, en le rendant plus inclusif. Et ça nous amène à aujourd'hui, alors? Exactement. Et l'analyse se termine sur une question assez cruciale pour notre époque. Dans un monde qui est de plus en plus façonné par d'autres logiques, l'empire de l'argent, ou ce que la source appelle un féodalisme moderne, des géants du numérique qui redéfinissent les règles du jeu. Comment on fait pour préserver et faire vivre cette idée d'un universel qui soit une vraie conscience partagée, et pas juste un marché globalisé ou un espace régi par quelques acteurs surpuissants? C'est toute la question. Peut-être que la réponse, ou du moins une piste, se trouve dans ce que disait Édouard Glissant. L'universel, c'est ce qui reste à faire.